Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Après 10 années de grands travaux, le Rijksmuseum d'Amsterdam vient de rouvrir au public. Et depuis un mois, la foule se presse à l'entrée de ce grand musée pour admirer les chefs-d'œuvre des peintres néerlandais en général et de Rembrandt en particulier. Rembrandt dont Franck Ferrand a choisi de nous parler aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. La muséographie du Rijksmuseum a été entièrement repensée et les toiles de Rembrandt ont toutes changé de place. La seule qui n'est pas déménagée, c'est l'immense Ronde de nuit. Vous savez, cette toile monumentale qui à 3 reprises dans le passé, en 1911, en 1973 et en 1985, avait été vandalisée. Nous en dirons un mot tout à l'heure. Et pour nous raconter Rembrandt, vous avez invité votre complice en histoire de l'art. Eh oui, Serge Legat, le confident des peintres, aussi à l'aise avec Michel-Ange qu'avec Velázquez, aussi familier d'Eugène Boudin que du maître d'Amsterdam, dont la vie, l'œuvre, le style, vous allez le voir, nous réserve quelques surprises. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des toiles envoûtantes en clair-obscur dont les glacis d'ocre et d'or rendent l'atmosphère palpable et la lumière plus vraie que nature. Des ombres et des halos, des personnages denses, habités à la psychologie puissante, notamment un jeune homme, un homme mûr, un vieil homme que l'on voit évoluer et s'approfondir d'autoportrait en autoportrait. Voici l'un des univers artistiques les plus fascinants, les mieux connus et cotés de toute l'histoire de la peinture. Voici le monde vaporeux et vibrant de Rembrandt. Tout est surprenant chez cet homme, à commencer par ce prénom Rembrandt qu'il a su imposer, car celui que nous appelons Rembrandt, comme on dit Léonard ou Titien, était pour ses contemporains Monsieur Armijns van Rijn. C'est pas facile à dire, je le dirai une seule fois dans l'émission, je vous rassure tout de suite. Surprenante aussi la vie privée du génial Batave, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Surprenante encore la relation que le grand peintre entretenait avec son œuvre. Au début des années 90, des spécialistes un peu trop curieux ont découvert que, tout à fait sciemment, il avait entretenu lui-même la confusion dans sa production, allant jusqu'à signer Rembrandt des tableaux qui étaient l'œuvre de collaborateurs parfois éloignés. Il l'a même fait, et c'est un comble, pour des autoportraits, figurez-vous. Il est vrai qu'on ne prête qu'aux riches et que l'univers du maître d'Amsterdam est si facilement reconnaissable qu'il ne pouvait que susciter les attributions abusives. On parle toujours de Rembrandt dans tout et partout. À la belle époque, la bonne société internationale, disons-le, ne jurait que par lui. Et d'ailleurs, si vous lisez les aventures d'Arsène Lupin, de Rouletabille ou d'Hercule Poirot, vous verrez qu'elles sont truffées de toiles de Rembrandt, vraies et fausses, destinées à pimenter l'intrigue. Un inventaire de ces tableaux daté de 1915 pensait pouvoir attribuer à Rembrandt plus de 700 toiles, 740 exactement. 100 ans plus tard, il semblerait que le chiffre le plus crédible soit en deçà de 300. Ce qui veut dire que de nombreux chefs-d'œuvre ont été désattribués, y compris dans de belles collections, des toiles appartenant à des musées de New York, de Washington par exemple. Prenez le très célèbre cavalier polonais de la collection Frick. Les experts se sont depuis longtemps accordés à le désattribuer. Même catastrophe, car c'en est une aux yeux d'un collectionneur, pour l'homme au casque d'or de Berlin. Et si le Louvre continue à considérer notre célèbre philosophe à l'escalier comme un des sommets de l'œuvre de Rembrandt, on n'empêchera pas certains critiques d'art de lever ironiquement les yeux au ciel. Vous l'avez compris, c'est l'auteur mystérieux d'une œuvre nébuleuse que nous allons vous présenter aujourd'hui. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et pour nous parler de Rembrandt cet après-midi sur Europe 1, nous avons le plaisir, cher Franck, d'accueillir un habitué des auditeurs d'Europe 1. Il s'agit de Serge Legat. Je rappelle qu'il est conférencier des musées nationaux. Bonjour Serge, merci beaucoup d'être fidèle au poste. À chaque fois que nous parlons d'un grand peintre, vous êtes là et ça me fait plaisir parce que vous savez parler de peinture. La radio est un média d'audio, mais c'est aussi un média visuel et on s'en rend compte à chaque fois qu'on parle avec vous d'un de ces grands maîtres. Et alors pour ce qui est de Rembrandt, la splendeur des toiles, j'espère, est à l'esprit de nos auditeurs. Hein. Cette espèce de mélange d'ocre, d'or, d'ombre et de lumière, une sorte de tourbillon en clair-obscur.
C'est une richesse, et effectivement une richesse chromatique, lumineuse, très exceptionnelle. Et comme vous le dites très bien, Franck, c'est une peinture magique. Je crois que c'est vraiment l'un des qualificatifs qui correspond le mieux à cette peinture de Rembrandt. Et c'est une peinture, il faut peut-être le dire tout de suite, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait présent à l'esprit ces œuvres de Rembrandt, c'est une peinture qui procède par un très grand nombre de couches de glacis. C'est-à-dire que la substance, la matière picturale qui est posée par le peintre sur la toile, à chaque fois est extrêmement ténue, et c'est la superposition de très nombreuses couches qui finit par donner le motif. Oui, c'est ce que l'on appelait la matière ou la manière brute, qui s'oppose à la manière lisse que d'autres peintres hollandais vont développer, généralement d'ailleurs à la génération suivante. C'est un petit peu le changement d'esthétique qui s'opère en Hollande à ce moment-là, et Rembrandt, c'est justement cette manière très libre, très particulière, cette manière brute qui est vraiment la caractéristique de son talent. Alors il faut le situer, ce Rembrandt, parce que comme ça, a priori, on aurait tendance, du fait de l'aspect un peu shakespearien d'un certain nombre de ses toiles, on aurait tendance à l'imaginer vers la fin du XVIe siècle. En fait, il est plus tard que ça. Il naît en 1606 et il ne mourra qu'en 1669, c'est-à-dire bien en avant dans le règne de Louis XIV en France. Tout à fait, et c'est vraiment un peintre qui correspond idéalement à ce que l'on appelle le siècle d'or hollandais. Il est vraiment parfaitement contextualisé par rapport à cette période qui est la grande période de richesse de l'art hollandais et le grand triomphe également de toute l'économie d'Amsterdam. Et Dieu sait que Rembrandt va bénéficier de cette manne financière qui est la manne financière que connaît Amsterdam au XVIIe siècle. Et il va essayer lui-même, il va s'essayer aux affaires, on va y venir dans un instant. Il faut dire que ce qu'on appelle le capitalisme batave, cet Amsterdam du XVIIe siècle, c'est un peu l'équivalent de ce que pourrait être un certain nombre de villes de l'extrême-orient d'aujourd'hui. Il y a la même croissance, si je puis dire, la même volonté de conquête, des fortunes se font et se défont du reste. Et se défend, et Rembrandt est d'ailleurs un très très bel exemple, puisqu'au fond, contrairement à une image, on aura l'occasion d'en reparler, un peu stéréotypée d'un artiste très décontextualisé par rapport aux choses matérielles, en fait Rembrandt est plutôt une sorte d'entrepreneur de peinture. En tout cas, il voudrait l'être, mais il connaîtra des revers de fortune qui vont changer très nettement la donne. Alors, on a pas mal déjà prononcé le nom d'Amsterdam depuis le début de cette émission. Et c'est vrai que la réouverture récente du Rijksmuseum fait qu'on parle beaucoup d'Amsterdam, mais ça n'est pas à Amsterdam qu'est né Rembrandt, il faut le dire. Non, il est né à Leyde. Et Leyde est une ville d'ailleurs tout à fait passionnante, puisque, comme vous l'avez dit Franck, en 1606, la naissance de Rembrandt est dans cette ville tout à fait étonnante et intéressante, puisqu'elle est marquée par deux choses. D'abord, c'est une ville universitaire, donc c'est une ville intellectuelle, ce qui crée déjà un milieu favorable à l'éclosion de talents à venir. Et c'est une ville très très nettement marquée par le protestantisme. Voilà. C'est un des grands bastions de la Intello, réforme. en quelque sorte. C'est une ville intello, exactement. C'est la Florence des Provinces-Unies, un Absolument. peu, cette ville de Leyde où l'on trouve un très grand nombre d'auteurs et d'écrivains, d'ailleurs plus que de peintres à cette époque. Dans quel milieu naît-il ? Alors, il est né dans un milieu qu'on a longtemps considéré comme un milieu très populaire. Son père est meunier, mais en fait, c'est un meunier qui a fait, on pourrait dire, fortune. Oui. C'est un meunier assez aisé. On est plus dans le monde... Un minotier, on dirait aujourd'hui. Voilà, plutôt, et on serait plus dans la petite bourgeoisie que dans le monde populaire. Et une famille qui est une famille convertie, bien évidemment, à la réforme. Alors, évidemment, comme dans toutes ces familles très croyantes, toute une ribambelle de gamins là-dedans. Ils sont 10. 10 enfants. Rembrandt est le 8e des 10 enfants. Et une famille effectivement très nombreuse. Et cette famille qui est une famille Van Reerne, qui veut dire du Rhin, puisque le moulin familial était auprès du Rhin, c'est tout simplement ça. Et je me permets aussi de dire que d'ailleurs Armenzoon, cela veut dire fils de Armen. C'est ce que l'on a systématiquement. Et en Hollande, quand on écrit Armens en terminant par SZ, le SZ, c'est la contraction de zone qui veut dire fils de. Donc Armenzoon Van Rijn. Enfin, voilà, et en fait c'est Rembrandt, c'est son vrai prénom. Fils d'Armen, fils d'Armen, le nom de son père, Van Reerne du Rhin, puisque c'est là où se trouvait, encore une fois, le moulin familial. Est-ce qu'on a affaire à un enfant prodige ? Non. Au niveau de ses études, on sait qu'il fréquente l'école latine de Leyde, il est un élève comme beaucoup d'autres, et ce qui est assez amusant, il s'inscrit à l'université, cette fameuse université, il s'y inscrit en 1620, mais alors il s'y est simplement inscrit, il n'y a fait aucune présence, donc c'est un cursus universitaire, si je puis prendre un terme actuel, qui en fait n'existe
pas. Mais alors, ce qui est assez étrange avec Rembrandt, et on va voir ça tout au long de sa vie, c'est que les inscriptions sont toujours plus ou moins frauduleuses, les dates de fiançailles, de mariage ne correspondent pas à ce que lui en dit. On a l'impression qu'il joue toujours plus ou moins double, sinon triple jeu. Il n'est pas très franc-jeu. On a l'impression qu'il est dans sa vie un peu comme dans sa peinture, c'est-à-dire que le trait n'y est pas très net. Oui, les zones d'obscurité sont aussi très présentes dans sa vie. Oui. Les zones d'ombre, tout à fait. Et c'est assez amusant de voir à quel point, d'ailleurs, le 19e siècle, l'époque romantique, a voulu créer une image idéale de Rembrandt, une sorte d'artiste maudit avant l'heure, et ce qui est très nettement remis en cause de nos jours. On se rend compte qu'effectivement, il y a des choses pas forcément toujours très claires dans la vie de Rembrandt, complexes, et par moments des attitudes aussi assez dures, avec entre autres certaines des femmes qui partageront sa vie. Oui, alors je vais le raconter ça tout à l'heure. Je vais parler de son attitude avec les trois femmes de sa vie, on va dire. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il est d'abord entré en apprentissage chez un maître, évidemment, comme le faisaient tous les peintres de l'époque. On apprenait la peinture à cette époque. Tout à fait, on longtemps. apprend la peinture et son premier maître est à Leyde, non pas à Amsterdam. Il travaille d'abord dans un atelier local et il travaille auprès du peintre Jacob Isaacson, fils d'Isaac, van Swanenburg. C'est vraiment le premier maître, moi aussi je ne le redirai pas, c'est le premier maître de Rembrandt à Leyde. Et ce qui est intéressant, c'est que son apprentissage chez Swanenburg se passe vers 1621-1623. Swanenburg est un peintre qui a fait le voyage en Italie. Ça, c'est aussi intéressant puisque Rembrandt, lui, ne fera jamais le voyage en Italie, mais il sera formé par des peintres qui ont, eux, connu le sol italien. Qu'est-ce qui le décide à partir pour Amsterdam ? Tout simplement le besoin de réussir. Il se rend compte que Leyde, où il ouvre un atelier, une fois sa formation terminée, il ouvre son premier atelier. Son premier atelier est à Leyde, mais il prend très vite conscience qu'une grande carrière se doit d'être à Amsterdam. Et voilà pourquoi il va tenter sa chance à Amsterdam. Il y avait aussi une chose, il avait complété sa formation à Amsterdam. Après le passage chez Swanenburg, il avait terminé sa formation à Amsterdam dans l'atelier de Peter Lastman. Alors, puisqu'il s'en va à Amsterdam, eh bien, nous allons le suivre. Franck Ferrand sur Europe 1. Et on espère que vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1 en ce jour férié pour nombreux d'entre vous. On vous accompagne, on parle peinture aujourd'hui, Franck, en compagnie de Serge Legars. On parle de Rembrandt, précisément. Il y a un nom que vous venez de prononcer, Serge Legars, c'est Peter Lastman. Alors moi, ça me rappelle un bon souvenir puisque au tout début des années 1990, il y a eu une énorme exposition, une grande rétrospective Rembrandt au Rijksmuseum, justement. J'y suis allé à l'époque et je me rappelle que dans la maison de Rembrandt, qui est un endroit très charmant, extrêmement agréable à visiter, étaient exposés un certain nombre des chefs-d'œuvre justement de ce Lastman, de ce maître de Rembrandt. Et on se rend compte que ça n'était pas un si petit maître que ça. Non, c'est un très très bel artiste. C'est un artiste important qui lui aussi avait fait le voyage en Italie, avait connu indéniablement les grandes recherches italiennes de l'époque, dont Caravage. Et c'est entre autres grâce à Peter Lastman que Rembrandt connaîtra les liens avec cette peinture italienne dite caravagesque. Et Rembrandt a beaucoup bénéficié de la formation auprès de Lastman. On trouve d'ailleurs dans les œuvres de jeunesse de Rembrandt des tableaux qui sont directement décalqués des peintures de Lastman. Et qui sont très différents du genre, du grand style de Rembrandt tel qu'il va naître un peu plus tard à Leyde de nouveau, puisqu'il y retourne en fait. Exactement. Sa formation à Amsterdam a duré peu de temps. Il a dû rester 6 mois dans l'atelier de Lastman. Donc 2 ans chez Swanenburg, 6 mois chez Lastman. Il retourne à ce moment-là, bien évidemment, à Leyde. Et c'est là où il commence une vraie carrière indépendante avec cet atelier dont on a parlé. Il est allé chercher en fait l'air d'Amsterdam et puis il revient chez lui pour ouvrir son premier atelier. Pour ouvrir l'atelier. Et alors, qui dit atelier dit élève. Est-ce qu'il a beaucoup d'élèves Il aura beaucoup d'élèves. Alors voilà une des grandes découverte de notre époque, c'est de prendre conscience à quel point l'atelier a compté et a compté très tôt. Très tôt, Rembrandt a eu des élèves. Et alors, chose intéressante, ces élèves étaient des élèves qui venaient bien sûr apprendre la peinture, mais qui étaient aussi des élèves qui apportaient de l'argent à Rembrandt. C'était un atelier payant. Et donc, Rembrandt gagnera sa vie par sa peinture, mais également par les cours qu'il donnait. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les élèves de Rembrandt ne viennent pas apprendre des techniques picturales basiques. Généralement, les peintres qui sont chez Rembrandt
Rembrandt sont déjà des peintres formés, mais ils viennent apprendre la manière de Rembrandt. Parce que là, elle se forme, hein, cette manière. Tout à Alors, fait. comment est-ce qu'on pourrait la définir, en fait? On parlait tout à l'heure de ces glacis, de ces harmonies Alors, je crois ocre, que brune. brune. On Brune. est dans des tons, ce que l'on appelle en peinture les tons de terre. C'est ça, On voilà, passe voilà. de l'ocre au brun foncé et on a généralement une seule couleur qui peut interrompre ces harmonies chromatiques, c'est quelques taches de rouge, mais très subtiles, qui viennent juste insérer une tache de couleur dans ces harmonies sombres. Et puis bien sûr, les effets de clair-obscur. Alors ça, un sens de la lumière, peut-être un des plus extraordinaires de toute l'histoire de la peinture. Hein. C'est fascinant. C'est un maître de la lumière, c'est un des artistes qui va le mieux savoir donner cette dimension tout à fait symbolique à la lumière et au jeu d'ombre et de lumière, et donner cette dimension qui fait que très souvent, on a le sentiment que les tableaux sont comme habités par une présence qui donne une autre dimension que la simple représentation de la réalité, puisqu'a priori Rembrandt part du réel, mais il y a par ces jeux de lumière une sorte d'atmosphère qui n'appartient qu'à lui ou à certains de ses élèves. Oui, et des élèves qui évidemment vont essayer de copier ça parce qu'ils se rendent compte que ça a beaucoup de succès, tout simplement. C'est-à-dire que très vite, Rembrandt entre dans ce qu'on pourrait appeler le marché de l'art, même si à l'époque il n'existe pas tout à fait de la même façon qu'aujourd'hui. Il est coté, il est vendu, on commence à faire du commerce sur son œuvre. Et il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que nous sommes dans les Provinces-Unies et les Provinces-Unies sont sûrement Donc la en Hollande, Europe. hein, oui, La Hollande fait partie des Provinces-Unies. Oui. Et dans ce monde hollandais, on a à côté de la peinture de commande ce qu'on appellerait un marché libre de la peinture, c'est-à-dire des expositions où des acheteurs peuvent acheter des tableaux que le peintre a peints suivant sa volonté. Donc C'est très pas des moderne, tableaux- bien C'est sûr. très moderne. Et ça, c'est vraiment une caractéristique du monde des Provinces-Unies et de la Hollande. Et les élèves de Rembrandt, présentent des tableaux à la manière du maître, que le maître cautionne. On dirait qu'il donne son label. Alors évidemment, le grand genre obligé pour les peintres néerlandais de l'époque, c'est ce qu'on appelle la Deulen, c'est-à-dire le portrait de corporation, en fait. Absolument. Alors il y sacrifie lui aussi, j'imagine. Tous les peintres, les grands peintres hollandais vont travailler sur les portraits collectifs. On peut dire que d'ailleurs le maître incontesté de ce genre, c'est Frans Hals. Hein, bien C'est sûr. vraiment lui le spécialiste, puisque Rembrandt traitera, comme Vermeer d'ailleurs, à peu près tous les thèmes de peinture. Il ne se spécialise pas sur un thème. Hals, lui, est un portraitiste. Et le principe du On a portrait évidemment collectif... à l'esprit l'extraordinaire chef-d'œuvre du musée Frans Hals de Haarlem, là cette fois, les régentes. Hein, qui étaient- Absolument, c'est tout à fait- les régents et les régentes, Oui, c'est puisqu'on ça, a les oui. deux, les deux grands tableaux qui sont les tableaux de fin de vie de Frans Hals. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces tableaux répondaient à des règles très strictes. Et ça, je pense que c'est intéressant à mentionner, puisque dans un portrait collectif, généralement, chaque personne représentée payait sa part du tableau. Donc évidemment, il fallait qu'on soit reconnaissable et que l'on soit visible dans le tableau et que la hiérarchie du groupe soit respectée, les hommes ou les femmes. Mais les femmes étaient quand même moins présentes. Les régentes, c'est plutôt une exception chez Hals. Les personnages doivent être, pour ce qui est des plus importants, au centre, au premier plan. Il y a donc des règles inhérentes à ces tableaux qui sont des portraits collectifs. Alors revenons à Rembrandt, il est né à Leyde, il étudie un peu à Amsterdam, il retourne s'installer à Leyde et nous le retrouvons de nouveau à Amsterdam. On a l'impression d'un aller-retour. Il fait vraiment un aller-retour entre ces deux villes qui seront d'ailleurs les deux seules villes de sa carrière, puisqu'à part Leyde et Amsterdam, on ne trouve pas sa présence ailleurs. Et il retourne à Amsterdam en 1631. Et là, c'est vraiment pour tenter une En grande 31, carrière. il a 25 ans, hein, c'est ça. Et voilà, exactement. Et là, il va s'installer chez un marchand d'art qui est Hendrik van Eulenburg. Et il travaille à ce moment-là sous la protection de ce marchand d'art. Et ça sera intéressant puisqu'évidemment, quelques années plus tard, il épousera la nièce de ce marchand. Ça sera la fameuse Saskia, l'épouse de Rembrandt. Eh bien, cette fameuse Saskia, cette épouse délicate de Monsieur Rembrandt, encore tout jeune, nous allons en parler maintenant parce que si vous voulez bien, dans la partie consacrée au récit, je vais raconter les amours de Rembrandt. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Et place effectivement au récit de Franck maintenant sur Europe 1 consacré à Saskia qui n'est autre que l'épouse du peintre Rembrandt. 3 lignes griffonnées sous un croquis. Ceci est le portrait de ma femme, le 3e jour après notre mariage, et c'est daté 8 juin 1633. Rembrandt a fait le portrait de cette Saskia dont nous parlait Serge Legas il y a un instant. La vérité, c'est que Rembrandt et Saskia
ne sont pas mariés à ce moment-là, puisque leur union légale ne sera célébrée que l'année suivante. En fait, ce qu'ils viennent de célébrer, ce sont leurs fiançailles, et il considère néanmoins, ce Rembrandt, qu'il est marié. Peut-être a-t-il voulu, en inscrivant ces lignes sous le portrait, le premier portrait qu'il trace de Saskia, peut-être a-t-il voulu la flatter, tout simplement. Elle est très belle, cette Saskia, avec son sourire à peine esquissé, comme ça, à fleur de lèvres, de belles paupières, un peu rondes, le sein souple, une forme de tendresse. Il y a quelque chose de non seulement de très féminin, mais de carrément maternel chez cette femme qui a visiblement complètement ébloui Rembrandt. Rembrandt est maintenant l'artiste à la mode, il faut bien le comprendre. Il commence à gagner pas mal d'argent, et elle, eh bien, elle a été, à l'âge de 12 ans, elle est devenue orpheline, et elle a été élevée par son oncle, donc cet homme qui est un marchand d'art, qui par ailleurs est très religieux, et qui va faire en quelque sorte la fortune de Rembrandt. Alors, épouser Saskia pour Rembrandt, c'est un extraordinaire saut vers une société nettement plus relevée que celle dont il est lui-même originaire. Et du point de vue de la belle famille, évidemment, c'est plus ou moins une mésalliance. On peut dire que à partir de ce mariage, Rembrandt va devoir faire ses preuves, et on va voir cet homme qui jusqu'ici était un peu farouche, un peu timide, qui était un peu, j'allais dire, un rat d'atelier. L'expression n'est peut-être pas très, très bienvenue, mais il y avait comme ça quelque chose d'assez fantomatique chez Rembrandt. Et on le voit d'un seul coup qui devient une sorte de cavalier hardi, entreprenant, jouant d'ailleurs de tous les artifices possibles pour s'affirmer dans la peau de l'entrepreneur qu'il entend être. Le célibataire bohème, en quelque sorte, se contentait de peu. Le mari de Saskia va devoir donner des gages à la bonne société néerlandaise. Et bien entendu, vous avez compris qu'à Amsterdam, à cette époque, les gages en question ne peuvent passer que par un certain rang, un certain niveau de vie. Et il y a quelque chose de très matérialiste dans la société hollandaise du XVIIe siècle, comme l'a si bien montré Roland Barthes dans son bel article « Le monde objet », vous savez. Alors, les sœurs, les beaux-frères, les tuteurs de Saskia sont un peu effrayés, évidemment, de l'avoir épousée. J'allais dire, ce traîne savate, peut-être pas, mais enfin, c'est artiste. Et il faut que l'artiste devienne lui-même entrepreneur, et on va le voir s'intéresser de plus en plus à l'argent. Il se met à vendre ses propres toiles. C'est là aussi qu'il fait un peu de trafic. On va y revenir avec Serge Legat dans un instant, parce que c'est pas toujours très net, les opérations qu'il mène à cette époque. Mais il va plus loin. Il se lance dans le négoce. Il se lance dans l'organisation d'un certain nombre d'affaires commerciales. On le voit à la bourse. Bref, il devient véritablement un homme d'affaires. On peut dire que la peinture ne suffit plus à ses dépenses, parce qu'il a acheté cette extraordinaire maison dans le quartier juif dont on va parler, cette très belle maison de Rembrandt qui se visite encore aujourd'hui. Et c'est un homme qui a besoin de beaux meubles, de tentures, de tableaux de confrères, d'objets exotiques, d'armures, enfin, etc. Il vit dans une forme d'opulence qui est censée prouver sa réussite. Alors, la beauté de Saskia, évidemment, évolue. Et on la voit évoluer à mesure des portraits qu'il fait d'elle. Il la représente dans diverses poses. On la reconnaît d'ailleurs toujours très bien. Et puis, d'un seul coup, entre 1636 et 1641, eh bien, il se met à arrêter de peindre Saskia. Elle ne pose plus devant son chevalet. Que s'est-il passé ? Est-ce que c'est la jeune mère qui est absorbée par les soins que réclament ses enfants ? Vous allez voir qu'elle a eu de gros soucis avec ses enfants, ou est-ce que tout simplement elle n'intéresse plus suffisamment Rembrandt pour qu'il la choisisse pour modèle ? Tout de même, elle reparaît dans un tableau sous les attributs de Flore, mais alors une Flore qui est nettement plus mûre que n'était le personnage qu'on avait découvert au tout début. Le dernier portrait de Saskia, il est très célèbre. C'est un portrait qui est daté de 1643. Or, elle est morte, elle, 1 an plus tôt, en 1642. C'est donc le portrait posthume de Saskia. Une Saskia qui, à l'époque, n'avait pas 30 ans, mais qui avait été minée par cette douleur qu'elle avait eue de voir mourir ses propres enfants. Elle avait vu d'abord mourir Robertus, l'aîné, qui était né donc en 1635 et qui est mort en 1636 au cours d'une de ces épidémies de peste qui étaient assez fréquentes à Amsterdam. Et puis, au mois de juillet 1638, il y a une petite fille qui vient au
monde, mais elle va mourir 3 semaines après. Et puis il y a encore une autre petite fille qui naît un petit peu plus tard et qui de nouveau meurt au berceau. Finalement, le seul survivant, c'est le petit Titus qui, lui, va vivre, mais qui est encore un bébé au moment où meurt sa mère. Et pour s'occuper de ce bébé, il va bien falloir que Rembrandt trouve quelqu'un, bien entendu. Alors il va trouver une nourrice. Oh, c'est une brave fille, a priori assez dévouée, qui va se consacrer entièrement aux soins de la maison et aux soins que réclame le petit Titus, pendant que Rembrandt, lui, peut se consacrer entièrement à son œuvre. En vérité, ce Rembrandt que l'on voit désormais, il a abandonné toutes les étoffes précieuses, il a abandonné les bijoux, etc. On le voit maintenant se promener sous une sorte de camisole noire un peu partout et on dit qu'il est inconsolable. En vérité, certaines mauvaises langues à Amsterdam prétendent qu'il est beaucoup moins inconsolable qu'il n'en a l'air et qu'il s'amuse avec la nourrice de son fils, bien entendu. Elle s'appelle Gertje Dirks. Alors là, ne me demandez pas comment ça se prononce, mais enfin bon, on va l'appeler Gertje, c'est déjà ça. Et elle va peu à peu s'immiscer tellement dans la vie de Rembrandt que ça devient évidemment un scandale. Ce veuf abrite sous son toit ce qui est plus ou moins une fille de mauvaise vie. Et devant le scandale, devant la rumeur qui progresse partout, devant la mauvaise réputation que cela finit par créer, Rembrandt décide de la renvoyer, de la congédier. Mais alors là, ça ne se passe pas bien du tout, parce que Gertje était convaincue, elle, de son côté, elle était convaincue que le maître allait l'épouser. Il le lui avait promis. Elle se retourne devant les magistrats de la ville et elle affirme que le maître avait dit qu'il l'épouserait. D'ailleurs, elle apporte pour le prouver un certain nombre d'effets et de bijoux qui avaient appartenu à Saskia et que Rembrandt lui aurait donnés. En vérité, dans la mesure où il n'y a aucune preuve écrite, les juges se révèlent absolument incompétents dans l'affaire. La pauvre Gertje est renvoyée à ses affaires. Quant à Rembrandt, il ne sera condamné qu'à verser une pension à la nourrice de son fils, mais c'est simplement une pension. On ne va pas plus loin, on le laisse relativement tranquille. En fait, ce que la justice n'a pas fait, la rumeur publique va le faire. Et à partir de là, on peut dire que Rembrandt se met à vivre dans l'opprobre général, et d'autant plus à ce moment-là. Alors, il faut dire qu'elle, de son côté, a très mal vécu d'être déboutée dans ce procès. Elle devient plus ou moins folle. Il est obligé de la faire enfermer dans un asile à Gouda. Et bien entendu, ça ne plaide pas en faveur de cet homme qui se met à passer pour retors, pour dur, pour insensible. Ce qu'il faut dire, c'est que à peu près au moment où il a eu ce procès avec Gertje, Rembrandt avait déjà trouvé quelqu'un pour s'occuper de sa maison et pour s'occuper, j'ai envie de dire, pour s'occuper de lui. Cette personne s'appelait Henrique Stoffels. Et alors elle est aussi discrète, elle est aussi effacée que Gertje s'était montrée au contraire bruyante et exaltée. Elle a quelque chose de très doux, elle est sans doute elle aussi dévouée, on la sent très intelligente, elle a quelque chose encore de la fraîcheur de l'adolescence et évidemment pour le peintre qu'est Rembrandt, elle va devenir un modèle idéal. Elle va elle aussi être bientôt enceinte et au moment où elle est enceinte, c'est le moment où Rembrandt va la peindre sous les traits de Bethsabée. C'est un tableau extrêmement célèbre qui est aujourd'hui à la National Gallery de Londres. C'est peut-être le tableau, enfin en tout cas l'un des tableaux les plus célèbres de Rembrandt. On peut dire que désormais Henrique vient d'entrer dans l'histoire, elle est passée à la postérité. Soeterbek, hey lieve blijf wat staan. Wat schatje zegt die oude gekkie graadje lang gaan. Al het geld dat hij hier leggen ziet, dat is voor Jolerij. Met geld op ik en zoek ik niet, dat het niet zoekt, zoek ik mee. Van maanden zonder geld en goed, zo ben ik machtig rijk. Dat acht ik niet als sufferbloed, ik wacht naar mensen. Vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1. Il s'agit de Gerbrandt Adriaanson Brederode. C'est un artiste néerlandais qui nous chante une chanson de 1621, grand chansonnier bouffon, amoureux et pieux. La suite du récit, c'est à vous, Franck.
Le tableau représentant Bethsabée au bain est à peine achevé que cette fois la morale indignée s'émeut. Comment cet homme qui n'a même pas été capable d'épouser celle à qui il avait promis sa main, cet homme qui n'a pas été, tout simplement dans un premier temps, qui n'a pas été fidèle à la mémoire de sa femme, déshabille maintenant ses servantes pour les faire poser dans des attitudes inconvenantes. Il ne faut pas oublier le climat, l'état d'esprit général de ces provinces-unies du XVIIe siècle où on est d'une rigueur et d'une austérité de mœurs tout à fait exemplaire dans toute l'Europe. Évidemment, tout ça va se retourner contre Rembrandt. Et que fait Rembrandt ? Eh bien, pour essayer d'asseoir son statut, il réutilise les mêmes recettes que celles qui avaient marché quelques années plus tôt. Il se relance dans les affaires, il va même aller jusqu'à affréter des navires de commerce. Le problème, c'est que les navires en question n'arriveront jamais à bon port et l'on va finir par le décréter failli. Et alors, je puis vous dire qu'évidemment, une faillite dans la Hollande de l'époque, c'est un véritable arrêt de mort. C'est l'audience du tribunal de commerce d'Amsterdam du 25 juillet 1656 qui déclare Rembrandt insolvable. Il est chassé de sa demeure, il va devoir, avec ce qu'il a pu récupérer, et avec Henriquet qui, toujours très discrète, le suit comme son ombre, il va devoir se retirer, aller s'installer dans une auberge modeste. Que va-t-il devenir maintenant ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours en compagnie cet après-midi sur Europe 1 du conférencier des musées nationaux, Serge Legat. Nous partons avec lui et vous, Franck, à la découverte de Rembrandt. On peut dire que la fin de la vie de Rembrandt est beaucoup moins brillante que ne l'avait été sa jeunesse, Serge Legat. Oui, sa vie change radicalement. On peut vraiment dire que les années 1650 sont les années de tous les changements dans la carrière de Rembrandt. Déjà, les drames que vous venez d'évoquer, Franck joue beaucoup. Sa situation financière devient absolument catastrophique. Il perd cette fortune à laquelle il était tellement attaché, puisque sans aucun doute Rembrandt était un homme qui aimait l'argent. Il perd donc ses valeurs, il perd cette maison qui était cette belle demeure, et il va également connaître un autre problème. C'est le début du changement du goût qui s'opère dans les provinces unis. On commence à se lasser de cette peinture très réaliste, très sombre, cette manière brute dont on a parlé tout à l'heure, et on aime de plus en plus des tableaux un peu plus classiques, un peu plus à l'italienne. Un peu plus décoratifs, disons-le. Plus décoratif, une peinture plus lisse qui donne l'impression d'être beaucoup plus finie, beaucoup plus travaillée. Et Rembrandt, et c'est là, je dirais, ce qui est de tout à fait admirable dans son talent d'artiste, c'est que Rembrandt reste fidèle à sa peinture, alors que ce goût est en train de se modifier. Lui reste totalement attaché à cette manière qui est la sienne. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas capable de faire autre chose ou qu'il était convaincu que c'était la bonne manière de peindre? Je pense qu'il était profondément convaincu que la vraie manière pour lui de peindre était celle-ci, c'est-à-dire une peinture qui est une peinture qui cherche la vérité et qui cherche une réalité, même si cette réalité peut être transcendée par la lumière, mais la réalité doit être là. Est-ce que l'incroyable gloire de Rembrandt à partir du XVIIIe siècle, alors au XIXe n'en parlons pas, et jusqu'au XXe, aujourd'hui encore bien sûr, est-ce que cette gloire extraordinaire, il l'a connue lui de son vivant? La gloire, il l'a connue et on en a des preuves absolument évidentes avec le prix de ses tableaux. Les prix des tableaux de la grande période de la célébrité de Rembrandt, les années 1640 par exemple, sont absolument étonnants. Il est le peintre le mieux payé du monde hollandais et il a également l'atelier le plus riche et le plus fécond de toute la Hollande dans les années 1630-1650. La grande toile emblématique 1642, c'est évidemment la Ronde de nuit. On peut faire le voyage à Amsterdam rien que pour voir cette toile. Alors d'abord, il faut dire que quelles sont ses dimensions, hein, c'est gigantesque. Hein. C'est un tableau absolument étonnant et c'est un tableau qui est d'ailleurs légèrement plus petit, même assez nettement plus petit qu'il ne l'était, puisque de nos jours le tableau fait 4,38 m sur 3,59 m. À l'origine, il faisait 5 mètres sur 3,87 m. Ah donc on l'a découpé pour le coller dans un cadre. L'histoire est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment on décide de placer ce tableau dans le nouvel hôtel de ville d'Amsterdam. Et le mur que l'on a choisi est trop petit pour la toile. Et on coupe le tableau sur 3 côtés. Et ce qui est quand même absolument hallucinant, c'est que du côté gauche, on est certain qu'au moins 3 personnages ont disparu à tout jamais et ont été coupés de la toile. Donc le tableau est grand, mais il est plus petit qu'il ne l'était dans son format d'origine. Et si je puis me permettre, pour revenir au coût, le tableau a été payé 1600 florins à Rembrandt. Il faut savoir qu'à l'époque, un ouvrier
touche en moyenne 250 florins de salaire annuel. Donc 1600 florins pour un tableau, c'est vraiment la preuve qu'en 1642, Rembrandt est un maître ô combien reconnu. Mais alors, ce tableau, on l'appelle la Ronde de Nuit, c'est son surnom. En fait, c'est une compagnie militaire qui est représentée. Hein. C'est une milice civile, comme on trouve très souvent ces milices civiles dans les Provinces-Unies. L'idée que c'est un pays que l'on doit défendre, et tous les bons bourgeois hollandais faisaient partie de ces milices civiles. Et le titre, on peut comprendre pourquoi on a préféré retenir Ronde de Nuit. Le vrai titre serait la compagnie du capitaine Frans Banningcock et du lieutenant Willem van Ruytenburg. Évidemment, c'est imprononçable. Et on a appelé plus tard la Ronde de Nuit. Et la fillette? Alors déjà, une chose, la Ronde de Nuit, c'est une erreur totale, puisque ça n'est pas un nocturne, c'est un tableau diurne, et on a tellement vu ce tableau sombre, cette manière très sombre, qu'on a vernis petit à petit se sont assombris. Il y a un vrai problème, en fait, l'après de la peinture est au bitume de Judée, c'est un bitume qui avait mal séché. Il a fait noircir la toile. Noirci. Alors on l'a quand même admirablement nettoyé en 1947, mais le tableau était de toute façon une peinture très sombre, d'où le surnom dès la fin du 18e, la Ronde de Nuit, qui est donc un titre faux, mais qui a pour des raisons évidentes, qui est passé à la postérité. Et alors, la fameuse fillette, alors là, c'est un grand mystère. Alors, je dis la fameuse fillette, il faut expliquer aux gens qui n'auraient pas la Ronde de Nuit à l'esprit. Au milieu de cette compagnie militaire, il y a ces gens qui passent avec des drapeaux, des arquebuses, etc. Des arquebusiers. Et là, au milieu de ça, il y a une petite fille, d'ailleurs de couleur beaucoup plus vive et en pleine lumière. Qui est en train de courir. Là, on ne l'a jamais demandé, puisque comme nous l'avions dit tout à l'heure, un portrait collectif, chaque personnage a sa place et a des justifications d'être dans le tableau. Cette petite fille, on ne l'a pas demandé. Et ça sera d'ailleurs un des personnages qui reste une des belles énigmes de l'histoire. Quand on fait un gros plan de ce détail du tableau, c'est une petite fille qui a une tête de femme, mais pas du tout une tête d'enfant. Et on s'est d'ailleurs beaucoup demandé si tout compte fait, ça n'était pas plutôt une naine qu'une petite fille. Et là-dessus, à l'espagnol. Absolument. Et puis une sorte de romantisme s'est emparé de l'histoire, puisque le tableau est de 1642, l'année de la mort de Saskia, et la tête de cette petite fille supposée ressemble assez à des portraits de Saskia. Et on s'est demandé si en fait cette petite fille n'était pas un hommage à l'épouse qui venait de mourir de la part du maître. Alors ça, on en est sûr, c'est archi faux. Ça, c'est absolument impossible, puisque le tableau est livré, Saskia est encore en vie. Donc ça peut être un portrait de Saskia, mais elle est encore vivante à ce moment-là. Et en fait, l'explication de nos jours est beaucoup plus prosaïque, puisque cette petite fille a attaché à la taille un poulet mort, et on voit les serres de la poule ou du poulet. Et en fait, en hollandais, arquebusier se dit cloveniers, et cloven, ça veut dire les serres. Et en fait, on pense que c'est un jeu de mots pour rappeler que ce sont des arquebusiers qui sont représentés à travers ce qu'on appellerait une armoirie parlante l'intérieur du tableau. Et voilà comment on détruit un mystère, Serge. Alors, on ne peut pas vous montrer la Ronde de Nuit à la radio, mais par contre, on peut vous la faire entendre. Un extrait sur Europe 1 de la très belle BO du film La Ronde de Nuit, un film de Peter Greenaway qui était sorti en 2008. À tout de suite, juste après un petit peu de publicité, on s'intéresse aujourd'hui à Rembrandt avec Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et jusqu'à 14h sur Europe 1, on parle de Rembrandt aujourd'hui. Évidemment, ce qu'il faut préciser, c'est que Rembrandt n'est pas seulement un peintre. Il excelle dans un certain nombre de techniques, Serge Legat. Il excelle entre autres dans la gravure. C'est sans aucun doute un des plus exceptionnels aquafortistes de toute l'histoire de cet art de l'eau forte. Et c'est vrai que Rembrandt a un talent tout à fait exceptionnel quand il traite le monde de la gravure. Ce monde du noir est un monde qui lui correspond très bien. Ça ne peut que lui plaire. Et l'autre aspect très exceptionnel en dehors de la gravure, c'est évidemment le dessin. Parce que Rembrandt ne représente pas les techniques habituelles du dessin. C'est-à-dire que nous n'avons pratiquement aucun dessin préparatoire pour des tableaux
tableau. Les dessins sont toujours des études libres, c'est-à-dire pas des étapes préparatoires pour arriver à une composition picturale. On ne peut pas rattacher ces dessins à des tableaux finis, en fait. Pas vraiment, pratiquement aucun. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'on a une économie de moyens dans les dessins qui est unique. J'oserais dire que par certains aspects, certains dessins à l'encre pourraient faire penser à ce que feraient des peintres chinois. C'est-à-dire quelques traits à peine esquissés, des jeux d'encre tout à fait posés avec beaucoup de parcimonie sur le papier. Et la lumière vient du papier lui-même. Le papier est laissé vierge et la lumière est inhérente au dessin. Les dessins sont une magie tout à fait extraordinaire. Quand vous parlez de dessin, moi je ne peux que penser évidemment à notre philosophe du Louvre, là, ce petit tableau assez extraordinaire. Vous pensez qu'il est de Rembrandt, vous ? Il est tellement rembrandesque. Vous n'allez pas vous mettre mal avec les gens du Louvre. Non, mais moi je dois dire que en plus c'est pour moi un des tableaux les plus caractéristiques de l'univers de Rembrandt, ce philosophe en méditation avec à côté de lui un escalier qui représenterait les méandres du cerveau, pratiquement allégorisé par l'escalier en spirale. C'est tout à fait l'univers de Rembrandt. Alors si ça n'est pas Rembrandt, je dirais que c'est un élève d'une qualité ô combien exceptionnelle. C'est un des tableaux sur lesquels quand même le doute reste encore tout à fait permis. Il y en a d'autres comme ça, c'est assez étonnant. L'homme au casque d'or est un tableau magique de Berlin. Alors, c'est aussi un peu le problème de notre époque, c'est-à-dire qu'on a été très dur dans les années 1968-69 quand on a mis au point les nouvelles études sur Rembrandt. Le Rembrandt Research Project a beaucoup désattribué, vous en parliez tout à l'heure Franck, pensez quand même, la Wallace Collection qui avait 11 Rembrandt ne se retrouve plus qu'avec un seul. Donc 10 tableaux désattribués pour une collection, c'est évidemment pour le musée une catastrophe. Alors on a plutôt tendance, depuis qu'il y a un nouveau directeur à la tête de ce collectif hollandais, à parfois réattribuer. Et je ne serais pas étonné que le fameux cavalier polonais dont on parlait tout à l'heure de l'Afrique Collection soit à nouveau attribué à Rembrandt. On l'a désattribué, mais depuis les années 2000, on aurait assez tendance à revenir. Par contre, l'homme au casque d'or, même le musée de Berlin a accepté la désattribution. Mais quand on se promène à la Free Collection à New York, il est présenté comme un Rembrandt, personne n'émet le moindre doute. Mais beaucoup de musées ont refusé, même le Louvre, à garder dans la salle Rembrandt des tableaux qui ne sont plus donnés par les Hollandais à Rembrandt. Et on n'a pas placé les tableaux dans la salle suivante du Louvre, qui est la salle de l'entourage de Rembrandt. Les désattributions ont suscité beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi on a plutôt tendance ces dernières années à réattribuer certains tableaux qu'on avait enlevés. Depuis la fin du XXe siècle, depuis la fameuse exposition qui était en 1991, si je ne m'abuse, évidemment Rembrandt est revenu tout à fait au devant de la scène. On a l'impression tout de même qu'il avait, à partir des années 1950, il a eu son purgatoire pendant une quarantaine d'années, après avoir été, encore une fois, l'artiste le plus coté du début du XXe siècle. Alors là, oui, vraiment. Oui, c'est aussi assez amusant de voir à quel point on a des périodes, des pics de célébrité et une postérité flamboyante, et puis au contraire des périodes un petit peu plus difficiles. Et je crois que ce qui est assez admirable, c'est que justement à notre époque, en 2013, il est assez intéressant de voir que l'on a un petit peu libéré Rembrandt de beaucoup de mythes qui étaient autour de lui. On en parlait, l'artiste maudit avant l'heure, l'homme solitaire. En fait, pas du tout. Il a toujours eu des élèves et il en aura jusqu'à la fin de sa carrière. Et un personnage qui est vraiment entre mythe et réalité. Et ça explique aussi pourquoi à certaines périodes, sa peinture est une peinture qui fascine. À d'autres périodes, une peinture qu'on remet un peu en cause. Et si je puis me permettre, j'ai trouvé une très révélatrice critique d'un peintre qui est un peintre de la génération suivante, Gérard de Lerès, qui est un peintre hollandais et qui nous dit: les objets prennent rondeur et relief à travers l'art et non le barbouillage. Où peut-on voir de beaux Rembrandt en France et lesquels faut-il aller voir? Moi, je dirais qu'évidemment, de façon un petit peu chauvine, mais le Louvre est évidemment le musée par excellence où l'on peut voir de merveilleux Rembrandt, la Bethsabée au bain du Louvre, les pèlerins d'Emmaüs, tout à fait exceptionnels. Il faut dire un mot des pèlerins d'Emmaüs. Pardon ? Les pèlerins d'Emmaüs, c'est un tableau magique, puisque sur ce sujet religieux ô combien traité par les artistes, Rembrandt arrive à donner une sorte de vision d'un tableau qui est presque en partie supérieure totalement vide. C'est vraiment la lumière qui donne cette révélation divine quand les pèlerins comprennent que c'est le Christ qui est auprès d'eux, et le tableau est habité par une présence surnaturelle. Et à ce niveau-là, je dirais qu'à Paris, on a la chance d'avoir les pèlerins d'Emmaüs du Louvre, mais l'autre version magique, les pèlerins d'Emmaüs du musée Jacques Marandré, qui donne une autre dimension, alors là avec un clair-obscur sublime. Le même
même sujet traité par le même peintre, mais différemment, et à quelques centaines de mètres. Exactement. Il suffit Et d'aller. ce sont vraiment deux des chefs-d'œuvre de la peinture que l'on peut voir à Paris. Je crois que les deux versions des Pèlerins d'Emmaüs et la Baie de Sabé. La Baie de Sabé est un tableau absolument Il y a bouleversant une dans la espèce collection du il y a Louvre. un tableau qui me fascinait quand j'étais petit, c'était la carcasse. Là, Et le bœuf écorché. Le bœuf ou quand- écorché. Alors le bœuf écorché, ça c'est tout ce que les Français du XVIIe vont détester. La peinture vulgaire, la peinture ordinaire, tout ce qu'on ne devrait pas faire. Et en même temps... Ce n'est alors pas un là, sujet noble. mais C'est quelle le moins qu'on puisse dire. postérité! oui. Soutine, Francis Bacon, oui. Goya, tous les peintres ont regardé un tableau comme celui-là. C'est une leçon de peinture. Le bœuf écorché, c'est vraiment un tableau pour les peintres. Finalement, on peut dire que Rembrandt aura été très aimé par les baroques, par les romantiques, plus près de nous par les modernes, en fait par tout ce qui est dans le domaine de la force et de l'atmosphère. Et puis les classiques, les néoclassiques, les trop épurés du minimalisme, eux ont tendance évidemment à prendre un peu leur Oui, leur une peinture distance. qui est une peinture trop violente et qui n'est pas assez... Une peinture qui en plus est une peinture qui cherche une sorte d'inachèvement. La peinture est achevée quand le peintre le choisit. On a une phrase que l'on donne à Rembrandt que je trouve très très belle. Rembrandt aurait déclaré « Une œuvre est achevée quand le maître y a réalisé son intention ». Et ça, c'est tout aussi la leçon de la peinture qui est une partie de la modernité. On peut dire à peu près la même chose d'une émission de radio. Merci beaucoup Serge Merci Legas. Franck.